Envoie Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Philippe David. Eh ben bien le bonsoir. Bonsoir Judith. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Les Vrais Voix. Vous avez remarqué, c'est Judith Belair. On embrasse Cécile qui a pris 3 jours de vacances bien méritées. Et on lui dit, on se retrouve jeudi au micro et on te souhaite d'excellentes vacances. Ah mais c'est Judith Belair, je l'avais pas remarqué. C'est dingue. Je vous ai dit qu'il fallait aller voir votre ophtalmo d'urgence, mon cher Maxime. C'est quoi, c'est la blondeur? C'est ça? Non, c'est pas sur ça que j'ai commencé. D'accord. Alors on vous pose des questions, vous le savez, sur Twitter, chères auditrices, chers auditeurs. À commencer par notre grand débat du jour à 17h30. Un mineur de 16 ans a été interpellé hier après la violente agression en pleine rue ce samedi du rabbin d'Orléans, Harry Engelberg, qui a été frappé et mordu devant son fils de 9 ans. Cet événement relance l'inquiétude face à la recrudescence des actes antisémites en France, où 1570 incidents de ce type ont déjà été recensés en 2024. Cette hausse s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par des tensions géopolitiques, la radicalisation en ligne et la diffusion de discours haineux. Alors parlons vrai. Pensiez-vous voir un jour en France des juifs agressés parce que juifs en 2025? Et à cette question, comme dit Mélenchon, l'antisémitisme est-il résiduel en France? Vous dites non à 79%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, on sera avec Nathalie Cohen-Berzerman, qui est vice-présidente du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Puis notre coup de projecteur à 18h40, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a indiqué dans le JDD, journal du dimanche d'hier, que plus de 19 000 détenus étrangers sont incarcérés en France, ce qui représente selon lui environ un quart de la population carcérale. Si ces détenus, selon lui, étaient incarcérés dans leur pays, la surpopulation en question serait réduite, en précisant que cela éviterait de libérer des détenus qui ne devraient pas l'être. Une proposition qui vise à résoudre le problème de l'engorgement des prisons françaises. Alors parlons vrai, est-ce que cette proposition vous semble aller dans le bon sens pour réduire la surpopulation carcérale? Et à cette question, les détenus étrangers doivent-ils purger leur peine dans leur pays? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Les Vrais Voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et pour échanger, on sera avec Evelyne Cyr-Martin, qui est magistrate honoraire vice-présidente. Pierre Marin, pardon, excusez-moi. Cyr-Marin, magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue, pardonnez-moi, des droits de l'homme, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Évidemment, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour participer à nos débats et n'hésitez pas à voter sur X, sur le compte de Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec un trio de choc, le président de l'Institut de la Parole, Sa Majesté Bonsoir. Philippe Billiger. Bonsoir. C'est trop là, c'est trop. Notre chère Françoise Degois. Salut les amis, je suis contente. Et un coucou à Cécile. Ne prends pas la piste noire, s'il te plaît. Elle est verglacée. Voilà, je te le dis juste. Ce serait idiot que tu te casses une jambe. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à 18h05, on n'a pas besoin d'appeler Rémi André. On vous demandera la météo à vous. J'allais vous le dire. Non, mais elle est bonne la neige. Mais Vous en elle revenez verglace. là en fait. Non, mais elle verglace un peu, c'est normal. C'est l'âge. D'accord. C'est l'heure. Pardon. Et un autre président, mais celui de la CPME de Paris, les petites et moyennes entreprises. Bonsoir Bernard Cohen-Haddad. Merci à vous. Bonsoir. Vous, pas de glissade, pas de ski, pas de tout ça. Non, moi je fais attention. Dans Paris, vous savez, la neige, elle est très rare quand même. Oui, c'est sûr. C'est clair. Surtout, elles font vite. Allez, 0826 300 300, si vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur à passer, eh bien, le standard de Sud Radio vous attend. On reçoit Brigitte, qui nous appelle de Nandy, en Seine-et-Marne. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais vous parler ce soir des discriminations par les opinions politiques et le danger que ça représente pour la démocratie. On vous Alors, écoute. je m'explique. Bon, je vous parle là de façon tout à fait générale. Je prends parti ni de droite ni de gauche, mais simplement quand vous êtes stigmatisé parce que vous êtes de tel ou tel parti politique, jusqu'à parfois vivre une véritable mort sociale, ça a forcément un impact sur les élections et la démocratie. Si par peur, vous n'osez plus vous présenter sur une liste électorale aux élections municipales ou autres, alors forcément, ceux qui aboient plus fort prennent la place et forcément, la démocratie est en réel danger puisque ceux à qui on fait peur n'osent plus se présenter. Il y a beaucoup de partis politiques en ce moment qui sont en train de tenter de faire des listes électorales pour les municipales. Et ils peinent parce que la plupart des gens disent qu'ils ont peur pour leur travail, par exemple, si cela se sait qu'ils prétendent à être élus et qu'ils sont dans tel ou tel parti. Maintenant, avec Internet, malheureusement, vous googlez, c'est très facile. Alors, je rappelle que la discrimination pour les opinions politiques, c'est réprimé par le code pénal. C'est, je crois, le 225-1 de mémoire. Ça, c'est précis. Et ça, il faut que ça s'arrête.
Sinon, on n'aura jamais de renouvellement des élites, entre guillemets. On aura toujours les mêmes dans les conseils municipaux et rien ne pourra jamais changer. Alors moi, je conseille à tout le monde de faire l'essai. Vous verrez, demandez à qui de vos voisins sont prêts à s'engager sur une liste électorale. On va vous répondre, j'ai peur pour mon travail, pour ma famille, etc. Je ne parle même pas de quand on va tracter sur un marché ou quand on va coller des affiches avec les agressions physiques, parfois violentes, qui sont subies. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de ce soir parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de cette violence verbale comme physique en politique et parce que ça freine l'évocation. Eh bien Brigitte, on va faire réagir les vraies voix parce qu'il nous reste qu'une minute 30. J'espère que Brigitte n'a pas totalement raison parce qu'elle est d'un grand pessimisme si elle met en cause le fait que le débat démocratique, fond et forme compris, aujourd'hui est plus difficile qu'hier, sûrement. Oui, il est incandescent le débat, mais il y a plein de périodes où il l'a été. Et puis, vous savez, les tractages et les cassages de gueule quand on colle, c'est vieux comme le monde et c'est vieux comme la politique. Moi, je pense que vous dépeignez une situation qui est assez logique, mais qui est aggravée probablement par l'incandescence et la polarisation du débat. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'on reste quand même une démocratie. Il ne faut pas exagérer. On n'est pas en Hongrie, on n'est pas en Chine et on est encore moins en Russie. Oui, je crois qu'il faut avoir le courage de ses valeurs, de ses idées, mais c'est souvent difficile autour de soi lorsqu'on s'engage en politique, surtout quand c'est pas du côté du parti des autres, mais ça fait partie aussi de l'engagement. Ce courage d'être engagé, ce courage d'affirmer des valeurs, surtout quand elles sont démocratiques et républicaines. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Brigitte. Vous savez, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et Brigitte, avez-vous révisé pour le qui c'est qui l'a dit, qui est quand même... Attention. Il faut appeler un chat un chat. Elle est forte, elle est forte. L'acmé de l'émission. Le bouquet capitan. Vous retenez votre souffle. Attendez, Brigitte. Voilà, je retiens mon souffle. Mais travaillez un peu en avant parce qu'il doit y avoir quelques pièges. Quand j'entends Brigitte, je me dis que tirer 6e ou 7e hier soir au Stade de France, il n'y avait même pas de pression. Dans les tirs au but, bien sûr. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, vous allez retrouver Félix Mathieu et ses 3 mots dans l'actu. Et puis le réquisitoire du procureur. À tout de suite. Et Monsieur le procureur, votre réquisitoire ? Alors, l'antisémitisme n'est pas forcément de l'antisionisme n'est pas forcément de l'antisémitisme. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous, on est bien avec vous aujourd'hui. Les vraies voix pour vous sont Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste, et Bernard Cohen-Haddad, qui est président du Cercle de Réflexion, Étienne Marcel. Et puis dans un petit instant, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Félix. On va parler de ce procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle qui s'est ouvert à Paris cet après-midi. D'un autre procès aussi, celui de ce dramatique féminicide de Mérignac en 2021. L'ex-mari de Shahnaz Daoud l'avait brûlée vive devant chez elle. Et puis de ces manifestations qui ne faiblissent pas en Turquie après l'incarcération du maire d'Istanbul qui a été officiellement démis de ses fonctions hier en 3 mots: agression, féminicide et contestation. Merci Félix, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, votre réquisitoire du jour, c'est que l'antisionisme n'est pas forcément de l'antisémitisme. Oui, je le dis d'autant plus volontiers que je sais que pour certains, l'antisionisme est le masque clairement de l'antisémitisme. Mais ça n'est pas à cause de la perversion de quelques-uns qu'il faut croire qu'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme serait une bonne chose. Et j'en parle parce que d'aucuns à l'Assemblée nationale voudraient faire se télescoper les deux perversions dans un même, d'ailleurs non pas les deux, une est la position politique de l'antisionisme dans un même opprobre et dans une même transgression pénale. Ce serait une grave erreur, à mon avis, de concilier, de mettre ensemble quelque chose qui relève clairement d'une infraction pénale et d'une horreur morale avec une contestation politique qui relève de la mise en cause parfois de l'État d'Israël, de sa politique et éventuellement de la personnalité de Benjamin Netanyahou. On n'éradiquera pas l'antisémitisme en choisissant
choisissant cette solution de facilité, ce sera le contraire. Françoise Devoix. Vous mélangez un peu les choses, pardon de vous le dire. D'abord, l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est une théorie politique. Le sionisme a été conceptualisé, on va dire par Théodore Herzl, si je vais vite, le droit des Juifs à disposer véritablement d'une terre. Ok ? Donc, vous mélangez l'antisionisme et la contestation de Benjamin Netanyahou. Parce que l'antisionisme, profondément, c'est la décision, mais il y a des mouvements en Israël. Matzpen, par exemple, qui est un mouvement qui veut dire la boussole, qui est un mouvement de trotskistes, était un mouvement de l'échiquier politique israélien, c'est dire à quel point c'est une véritable démocratie, qui était profondément antisioniste. Ok. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut être profondément sioniste, ce qui est mon cas, c'est-à-dire le droit d'Israël irrévocable, irréductible à posséder un pays et être opposé au gouvernement Netanyahou. Mais là où il y a une limite, si vous voulez, c'est que lorsque vous dites cela, aujourd'hui, c'est une réalité théoriquement, on peut être antisioniste et pas antisémite, de grands noms l'ont été, mais la réalité, c'est que la façon dont l'antisionisme est devenu le cache-nez, si vous voulez, de l'antisémitisme, n'est plus approuvée. Donc en réalité, on ne peut plus faire quasiment cette nuance. Et on peut critiquer Benjamin Netanyahou en étant profondément sioniste, ce qui est mon cas, par exemple. Bernard Cohen-Haddad, on est d'accord qu'être sioniste, c'est donc être pour l'État d'Israël. Mais c'est ce que j'allais répondre au procureur. C'est que avant le 7 octobre, j'aurais été sur votre position, mon cher Philippe, et j'y étais même totalement aligné. Depuis le 7 octobre, ça a un peu changé, parce qu'aujourd'hui, être antisioniste, c'est être d'abord antisémite, et c'est surtout être contre l'existence de l'État Israël, en faisant abstraction de Benjamin Netanyahou. C'est plus du tout le problème de la politique. Et je le ressens en tant que Français juif, qui n'a rien à voir avec les politiques israéliennes, en tant que Français dans la cité. Aujourd'hui, ceux qui assimilent l'antisionisme, comme on a pu le voir samedi dernier, à du racisme ou de l'antisémitisme, sont ceux qui tout simplement nient Israël à avoir un État sûr, démocratique, le seul de la région. Vous pouvez être sioniste et pas juif, ce qui est mon cas. Je tiens à préciser parce qu'on n'a pas on peut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Le sionisme est une idéologie au sens premier du terme, et on peut être socialiste et sioniste. Ben Gurion était un très grand socialiste, comme Golda Meir. Ce sont mes deux héros, mais ils sont sionistes. Et on peut être juif et laïque en plus. Je donnais, j'en ai bien conscience, Françoise, un sens très banal à antisionisme. Pour moi, c'était la contestation de la politique de l'État d'Israël. Ça n'est pas ça, justement. Ce n'est plus ça aujourd'hui, mon cher. Non, mais c'est même pas ça, même depuis la nuit des temps, c'est pas ça, pardon. Merci à tous les trois. Tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, agression, féminicide et contestation. Une seule salle, mais 2 ambiances au procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle au tribunal correctionnel de Paris. Son avocat dénonce des mensonges face à des actrices et leur soutien qui réclament la fin de l'impunité. Autre procès à Bordeaux, celui de ce féminicide qui avait choqué la France en 2021. L'ex-mari de Shahnez Daoud, jugé pour l'avoir brûlée vive devant chez elle. Et puis la contestation menace de se durcir en Turquie après l'incarcération du maire d'Istanbul et rival du président Erdogan. Plus d'1 millier de manifestants arrêtés, un mouvement qui ne faiblit pas. Les vraies voix Sud Radio. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal correctionnel de Paris en soutien aux 2 plaignantes. Le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle s'est ouvert en début d'après-midi. Les faits se seraient produits sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021, film auquel a participé l'actrice Anouk Grimbert, présente à l'audience. Il est coutumier de ça depuis 50 ans. Il y a eu une impunité totale de la part du milieu du cinéma, de la part de la société. Je pense que c'est aussi le procès de la société qui est aveugle aux violences faites aux femmes. Il n'y a pas de doute sur ce qu'il a fait. Son avocat va faire des simagrées, va mentir, c'est son mode opératoire, mais on sait très bien que depuis tant et tant d'années, il a agressé tant et tant de femmes qui sont meurtries à jamais. J'espère vraiment que la justice va punir. C'est insupportable l'impunité, c'est insupportable, il faut que ça s'arrête. Des accusations mensongères, répond justement l'avocat donc de Gérard Depardieu, Jérémy Assous. Il est très facile de monter un dossier à charge et donc de le présenter à la presse comme étant accablant à partir du moment où on écarte systématiquement tous les éléments susceptibles de remettre en cause les accusations. Ce procès va permettre de confronter l'ensemble des accusations à la réalité, aux témoins et à la configuration des lieux. Ainsi,
on pourra démontrer de manière impartiale, objective et incontestable que l'ensemble des accusations sont mensongères. Ces actes, ces investigations, le parquet et les avocats des parties civiles ont tout fait pour qu'il n'ait jamais lieu. Nous les avons réalisés, nous les donnons au tribunal. Des propos recueillis par l'AFP, Gérard Depardieu lui-même n'a pas fait de déclaration en arrivant dans le tribunal, la main posée sur l'épaule de son avocat. Alors, il nous parle d'éléments de remise en cause écartés. L'avocat de Gérard Depardieu, Philippe Bilger, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors, évidemment, par rapport à ce qui attend Gérard Depardieu, si le juge d'instruction suit les réquisitions du parquet dans l'affaire Arnoult, l'affaire qui est jugée aujourd'hui est non pas insignifiante, mais infiniment moins grave par rapport à celle qui attend. Et j'avoue que je suis sensible au fait qu'il nie, mais on verra bien, je ne veux rien dire de plus. Dans l'affaire d'aujourd'hui, il risque 5 ans, je crois, dans l'autre 20 quand même. Hein. Donc, c'est pas la même chose. Françoise Debois. En tout cas, voilà, ce procès, il a au moins la vertu. Vous connaissez, moi, je sais que ça casse un peu de vaisselle, mais je pense que MeToo est une des choses les plus puissantes qui soit arrivées, et il faut que les couvercles sautent. Voilà, quel que soit le résultat. On attend. Pas n'importe comment. Oui, pas n'importe comment, mais la réalité, voilà. Moi, je connais pas le dossier, je connais que par les médias, mais il faut, on le sait bien, que ce type de comportements qui sont dénoncés ne puisse plus avoir lieu, que ce soit dans l'entreprise, dans les associations, en politique, dans le sport, au cinéma, dans la vie. Tout ça qui est fait, qui contraint le choix des femmes n'est plus supportable. Merci. Félix, votre deuxième mot, c'est féminicide, décidément, avec cet autre procès qui vient de s'ouvrir à Bordeaux. Procès de Mounir Bouta, 48 ans aujourd'hui. Il est jugé aux assises de la Gironde pour avoir brûlé vive son ex-compagne Chahinez Daoud à Mérignac en mars 2021. Je voulais la cramer, a assumé aujourd'hui l'accusé à propos de cette scène funeste, affreuse, décrite par Julien Plouton, l'avocat des parents de Chahinez Daoud. Ce jour-là, elle sortait pour aller chercher ses enfants à la crèche et à l'école. Il va tirer 2 coups de fusil, un dans chaque jambe pour l'immobiliser, et ensuite il va se munir d'un bidon d'essence qu'il avait installé préalablement dans ce véhicule, et il va déverser ce bidon d'essence sur Chahinez qui est allongé au sol et qui ne peut plus bouger, et il va utiliser un briquet pour mettre le feu. Il y a un voisin qui va essayer de s'interposer pour l'empêcher de passer cet acte, il va le menacer de son arme, et il va froidement, ce sont les termes de ce témoin, froidement exécuter son plan et passer à cet acte et partir. Il est décrit comme étant encore très calme au moment où il part, sans un regard pour sa victime qui est en train de se consumer à quelques mètres de lui. L'avocat des parents de Chahinez Daoud avec l'agence France Presse, l'accusé était sorti de prison quelques mois plus tôt, déjà emprisonné pour l'avoir étranglé et menacé avec un couteau. Avant tout ça, il avait aussi déjà été condamné pour des faits de violence sur une autre ancienne compagne. Le procès de cette terrible affaire est marqué par une série de défaillances. Pas de bracelet anti-rapprochement, pas de téléphone grave danger et une plainte de la victime mal enregistrée par un policier lui-même condamné pour violence conjugale. On suivra bien évidemment ce procès sur Sud Radio. En bref, l'État fait appel pour l'arrêt du chantier de la 69, c'est l'autoroute qui va de Toulouse à Castres. Oui, c'était annoncé, c'est désormais chose faite officiellement. Le gouvernement fait appel contre l'arrêt par le tribunal administratif du chantier de cette autoroute Toulouse-Castres. L'infrastructure est déjà, pour rappel, réalisée aux 2/3. Le ministre des Transports avait d'ailleurs indiqué sur Sud Radio vouloir même demander la reprise des travaux en attendant cette décision de la Cour administrative d'appel. Troisième mot, contestation, avec ces manifestations qui ne faiblissent pas en Turquie. Oui, les manifestants contestent l'arrestation et désormais l'incarcération du populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Rival du président Erdogan, Ekrem İmamoğlu est investi par son parti pour la prochaine présidentielle dans 3 ans, mais il est désormais accusé de corruption. Il a officiellement d'ailleurs été démis de ses fonctions de maire d'Istanbul hier. Des milliers de manifestants ont de nouveau bravé aujourd'hui les interdictions à Istanbul, mais dans d'autres grandes villes comme Ankara, des manifestations d'une ampleur inédite en Turquie depuis 2013. 1130 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement mercredi. Merci beaucoup Félix. Eh bien, dans un instant, on va pouvoir se retrouver pour le grand débat du jour. Le rabbin d'Orléans, Harry Engelberg, a été violemment agressé en pleine rue devant son fils de 9 ans ce samedi. Les actes antisémites sont en recrudescence en France avec 1570 incidents signalés en 2024 dans un contexte de tensions géopolitiques et de discours haineux. Philippe. Alors parlons vrai. Pensiez-vous un jour voir des juifs agressés parce que juifs en France ? Et à cette question, comme dit Mélenchon, l'antisémitisme est-il résiduel
en France. Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir. Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, on est avec Nathalie Cohen-Bézerman, qui est vice-présidente du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir Nathalie, bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir Judith. Merci, bonsoir. Alors Nathalie, je vais vous poser une question directe. Quel facteur, selon vous, explique cette recrudescence des actes antisémites en France ? Quel facteur explique la recrudescence des actes antisémites ? Oui, pourquoi il n'y a plus d'antisémitisme, plus d'antisémitisme ? Une réponse courte. Très courte. L'ignorance ? Bah voilà, c'est une réponse courte. La suite dans un instant, chers amis, vous restez avec nous pour les vraies voix de Sud Radio. À tout de suite Nathalie, merci. Vraie Voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Retour des vraies voix avec aujourd'hui Philippe Bilger, Françoise Degois, Bernard Cohen-Haddad, et c'est l'heure du grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un mineur de 16 ans a été arrêté hier après avoir violemment agressé le rabbin d'Orléans, Harry Engelberg, ce samedi en pleine rue sous les yeux de son fils de 9 ans. Cette attaque ravive les préoccupations concernant l'augmentation des actes antisémites en France, où 1570 incidents ont déjà été signalés en 2024, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques. On le sait, la radicalisation en ligne et surtout la propagation de discours haineux. Alors parlons vrai, est-ce que les propos qui semblent expliquer la montée des actes antisémites en France par la situation au Proche-Orient vous semblent audibles? Et à cette question, comme dit Mélenchon, l'antisémitisme est-il résiduel en France? Vous dites non à 78%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Nathalie Cohen-Bézerman, qui est vice-présidente du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et on fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Évidemment, j'admets que la situation au Proche-Orient n'est pas sans incidence sur l'augmentation des propos et des actes antisémites en France. C'est une évidence. Mais ce qui m'importe et ce qui m'angoisse, c'est le fait que la dénonciation morale de l'antisémitisme se fait de manière continue depuis des années, et pourtant l'efficacité de cette lutte sur le plan judiciaire est très faible. Comme si en réalité la dénonciation morale et la relative efficacité policière et judiciaire n'avaient pas véritablement d'influence sur la perversion des esprits et des morales. Et j'attends avec impatience de connaître l'avis de la vice-présidente, parce qu'il y a un hiatus entre l'horreur de ces propos et de ces actes et en réalité le fait que rien ne les arrête apparemment. Françoise Degois. Peut-être que rien ne les arrête. Vous savez, l'antisémitisme, en plus de ça, mon sentiment, c'est quand même que voilà, il est toujours à l'état latent, d'où qu'il vienne d'ailleurs, quelle que soit la nature, ça reste quand même un sentiment épouvantable qui fait que voilà, il y a un peuple qui peut pas respirer librement sur cette planète depuis 5000 ans. Il faut quand même qu'on se demande tous et qu'on considère tous que ça nous concerne. Premier pogrom en 2 Alexandrie, je rappelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour moi, c'est que évidemment, je suis d'accord avec ce que vous dites, Philippe. On a le sentiment que ça ne change jamais, mais il y a quand même une accélération depuis le 7 octobre. Pour moi, il m'est insupportable. Vous savez que je suis une femme de gauche. J'ai longtemps soutenu Jean-Luc Mélenchon avant le 7 octobre. La rupture a été radicale parce que quand je vois hier les larmes de crocodile sur Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon qui se disent outrés par l'agression du rabbin d'Orléans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les pompiers pyromanes. Vous ne pouvez pas être une formation politique qui utilise le 7 octobre, une formation politique qui joue avec tous les codes de l'antisémitisme en le sachant parfaitement, une formation politique qui flirte avec tous les mots les plus épouvantables. Quand on parle de Yael Braun-Pivet, qui est évidemment juive et qui irait camper à Tel Aviv, on sait ce que ça signifie. Eh bien, c'est ce cirque-là, depuis le 7 octobre, si vous voulez, qui ne fait qu'amplifier le phénomène. Donc, ces larmes de crocodile, non seulement sont insupportables, mais je me pose une question. Moi qui suis une éditorialiste politique depuis 25 ans, je me dis, est-ce que j'ai déjà vu dans la vie politique française un tel cynisme? Eh bien, la réponse, c'est non. Bernard Cohen-Haddad. Écoutez, moi, je m'appelle Bernard Cohen-Haddad et j'ai toujours vécu l'antisémitisme. Je n'ai fait pas une découverte depuis le 7 octobre, simplement, je reconnais, il y a 40 ans, on réfléchissait avec des philosophes comme Pierre-André Taguieff sur l'antisémitisme, les raisons, comment le combattre, y compris, comme le disait Françoise, avec des gens de gauche, même très à gauche. C'était un engagement.
y compris avec des gens de droite, qui n'étaient pas très à droite, puisque l'antisémitisme à cette époque était plutôt très à droite. Mais depuis le 7 octobre, on a explosé les frontières, on a explosé les actes antisémites. Et quand on est un Français juif, on vit très mal aujourd'hui un certain nombre de déclarations. Et je peux vous assurer que s'il m'arrive un nouvel acte antisémite, j'irai pas me réfugier chez Monsieur Bompard. Nathalie Cohen-Bézerman, je rappelle que vous êtes vice-présidente du CRIF. Comme le dit Philippe Bilger, est-ce que cette agression et cette montée de l'antisémitisme est aussi un signe de l'échec en fait de la France à protéger tout simplement ses citoyens face à cette montée de l'antisémitisme, malgré ses efforts, hein, j'ai envie de dire presque? Il y a une volonté de protéger, c'est évident. Il n'y a pas d'antisémitisme d'État en France et c'est bien heureux. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on ne combat pas une idéologie. On ne combat pas une idée. Regardez ce qui est en train de se passer en Israël, puisqu'on parlait de sionisme tout à l'heure et il en était question dans la manifestation du 22 mars. Israël mène une guerre contre le Hamas. Mais on voit bien que c'est quelque chose d'impossible puisqu'il y a une volonté effectivement de faire disparaître Israël de la carte. Je transpose avec ce qui se passe en France et avec l'antisémitisme. Il y a une idéologie antisémitiste. L'antisémitisme est un mal endémique qui est quasiment impossible à combattre, en tout cas par la voie judiciaire. On a fait récemment une étude commandée à l'IFOP sur la montée de l'antisémitisme, y compris dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, là, je suis au Sénat, alors où je vous parle, je me suis interrompue parce que on évoque autour d'un colloque le fait religieux en entreprise. Et là, le sondage qui a été demandé à Harris démontre que l'antisémitisme est de plus en plus fort chez les jeunes de 18 à 25 ans. Il y a des propos antisémites et des idées antisémites. Alors là, on parlait d'antisémitisme résiduel, c'est complètement faux. Quand des gamins de 13 à 18 ans ont des pensées antisémites, ils ne les ont pas inventées, ils les ont bien entendues chez eux, dans leur famille. Donc c'est un mal qui est endémique et c'est quelque chose qui est très difficile à combattre par voie judiciaire ou par voie policière. Madame la présidente, est-ce que, et au risque de me faire... Elle est vice-présidente, hein, vous la montez en grade, mais elle est peut-être... Oui, mais c'est une élégance, c'est une élégance. On peut le faire. On peut le faire. Bientôt peut-être. Bientôt. On pourrait vous appeler Monsieur le Président animateur. Mais plus sérieusement, Madame la Présidente, et là je vais être contredit vigoureusement, mais c'est leur réflexion qui suscite ma question. Est-ce que il serait possible d'imaginer, par exemple, chez un Manuel Bompard, à la fois, comment dirais-je, une approche politique totalement scandaleuse en ce qui concerne l'ambiguïté de sa définition du 7 octobre et en même temps qu'il soit sincère dans l'émotion qu'a suscité l'agression du rabbin. Est-ce que ce sont forcément de sa part des larmes de crocodile ? Je peux tout à fait imaginer que les larmes soient sincères parce qu'en fait, ils se nourrissent finalement et ils arrivent à se convaincre de mots complètement outranciers. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Quand on emploie des mots de génocide à tort, parce que on peut reprendre la définition du génocide et prouver par A plus B qu'il n'y a aucun génocide à Gaza. Quand on emploie ce mot-là à tort et qu'on s'en nourrit à longueur de journée, quand on se nourrit aussi de dire que le sionisme c'est un fascisme, finalement, on arrive à se convaincre au fil des temps et à convaincre un électorat qui finalement, on parlait du mot, on m'a demandé le mot, c'est ignorance qui m'est venue à l'esprit, parce que si vous demandez à tous ces gens qui vous disent sionistes, fascistes, quelle est la définition du sionisme, ils ne sauront pas vous la dire. Quand à longueur de journée sur les réseaux, Émeric Caron ou d'autres vous diffusent des photos, mais absolument horribles, moi j'en reçois sur mon compte, elles sont insoutenables parce qu'on ne peut pas nier effectivement qu'il y a une souffrance à Gaza et qu'il y a des enfants et des femmes, des civils qui souffrent de la guerre, évidemment, puisqu'ils ne sont pas protégés dans les tunnels, ils sont exposés. Mais de toute évidence, on souffre en voyant ces images, donc je peux imaginer effectivement qu'il y a une forme de sincérité et de vraie souffrance aussi chez un Bompard qui à longueur de journée regarde ces images.
Françoise de Gois. Oui, alors je suis. Des larmes de crocodile. Moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais pardonnez-moi, je sonde la politique. On ne peut pas être à la fois le pompier et le pyromane. C'est pas possible. On peut pas répéter toute la journée génocide pour aller chercher de façon électoraliste et pour aller créer une forme de chaos aussi, parce que c'est aussi une façon de penser qu'on connaît très bien, qui s'appelle le lambertisme. On n'accède pas au pouvoir par les urnes, on accepte au pouvoir par le chaos et la fracturation de la société. C'est la voie qu'a choisi Mélenchon, qui est une voie qui est une impasse. D'ailleurs, on le voit aux dernières élections, il est allé tout seul d'ailleurs. C'est à peine 10%. Il perd à Grenoble la législative, il perd Villeneuve-Saint-Georges, donc il perdra inlassablement et plus il va perdre, plus il va durcir. Mais moi, je suis pas donc sur les larmes de crocodile. Je suis plus sévère que vous. Je crois quand même que il faut aussi reconnaître, et moi je le dis, la façon dont les bombardements ont tué des centaines de personnes en 10 minutes il y a quelques jours, c'est insupportable aussi. C'est-à-dire que moi, je suis profondément sioniste et j'en ai véritablement marre de Benyamin Netanyahou. Et les manifestations monstres à Tel Aviv montrent que, a priori, on n'est pas les seuls. 0820. Allez-y, Nathalie. Rapidement, s'il vous plaît. Les manifestations ne sont pas monstres. Écoutez, vous ne pouvez pas bémoliser ce qui s'est passé à Gaza. Juste répondre, François, s'il vous plaît. Nathalie Cohen-Bézerman, on vous écoute. Je ne suis pas là du tout pour défendre Netanyahou. Moi, sans faux, je vais vous dire. Tout à l'heure, Monsieur Haddad parlait d'un antisémitisme qu'il a vécu depuis son enfance. Je l'ai vécu aussi, cet antisémitisme-là. On souffre, la communauté juive, elle souffre terriblement en ce moment. Mais il y a une chose que je voudrais dire, et sans aucune, et avec beaucoup de fierté, c'est que moi, j'ai toujours été sioniste. Parce que, effectivement, l'État d'Israël, pour moi, c'est les Juifs ont droit à un État. Et donc, il faut défendre Israël, non pas le gouvernement israélien, Netanyahou, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais en tout cas le peuple israélien qui a droit effectivement à avoir une terre qui n'est pas très grande. Et je voudrais souligner quelque chose qui vraiment me rend dingue tous les jours quand je l'entends, c'est cette obsession, parce que effectivement il y a un conflit, et il y a des morts à Gaza, mais il y a d'autres conflits dans le monde. On est quand même depuis 5 ans dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais LFI fait une obsession de ce conflit. Il y a aussi le Yémen, il y a aussi l'Iran, il y a aussi l'Afghanistan, etc. Oui, effectivement. Alors, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Nous sommes toujours avec Brigitte. Brigitte, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonsoir à tous. Alors, Brigitte, on vous écoute. Écoutez, moi je suis en partie d'accord avec tout ce qui vient de se dire sur votre plateau. La seule chose, c'est que moi je suis convaincue que LFI est un parti profondément raciste, antisémite. Je pense que c'est un parti qui va se radicaliser parce qu'effectivement c'est le chant du cygne pour eux. Et voilà, moi je crois pas du tout à la sincérité de ces gens-là par rapport au rabbin d'Orléans qui s'est fait agresser, mais alors pas du tout. Et puis je constate simplement que Israël effectivement est une obsession pour ce parti. Ils n'ont pas d'autres tweets que sur Israël. Vous regardez les tweets de Caron, vous regardez les tweets de Rima Hassan. D'ailleurs, on se demande ce qu'elle fait en tant que députée française en Europe, parce qu'elle parle que de la Palestine. C'est lunaire. Moi, j'ai jamais vu un parti comme ça. Enfin, c'est la première fois qu'en France, de mémoire, on a un parti qui est aussi radicalisé. Et puis bon, quand on entend les gens qui défilaient avec eux dans la rue, on a surtout compris qu'un parti de crétins, en fait. Ça, c'est votre avis. Non, parlons vrai sur Sud Radio. Je suis désolée. Quand vous les entendez parler, effectivement, ils vous disent on est contre le sionisme et tout, mais ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Ils vous parlent de racisme, ils font du racisme anti-blanc, ça les dérange pas. C'est du racisme quand même. Ces gens-là sont idiots, en fait. Ce sont des gens bêtes. Vous regardez de l'obus et tout ça, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et je suis désolée, à ce niveau de bêtise crasse, c'est dangereux. Moi, je l'ai toujours dit, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la connerie. Alors ça, c'est votre Bernard Cohen-Haddad. Ils ne sont pas idiots, il est docteur en mathématiques, Manuel Bompard. Je veux pas, c'est pas un argument. On peut manquer d'intelligence de vie, on va dire ça comme ça. Bernard Cohen-Haddad. Non, mais moi, je serais d'accord avec Françoise sur l'analyse politique, c'est que le lambertisme, la gauche de la gauche, a toujours été
Ce qu'on appelle le trotskisme lambertiste. Oui, c'est une branche du trotskisme. Ça s'appelle l'OCI. L'OCI. Voilà. Et ça remonte à des années. Ça a été même les Lambert. Ils ont été. Non, mais pour nos auditeurs, ils savent pas. C'est très important. Voilà, c'est très important. Ils ont été contre le Parti socialiste, ce qu'ils appelaient les sociotraites. Enfin, qu'ils ont quand même curieusement infiltré. Hein. Oui, mais ils ont l'infiltré pour le combattre. Donc, elle a raison. Ce mouvement, il est profondément antisémite et il est aussi profondément antidémocratique parce que ce qu'il cherche, c'est le chaos, la révolution permanente, la destruction de la République, la destruction de nos institutions. Et moi, je n'ai pas la moindre empathie pour Monsieur Bompard. Je n'ai pas la moindre empathie pour un certain nombre de LFistes qui ont fait venir Monsieur Corbyn, travailliste, antisémite, ancien président responsable du Parti travailliste anglais aux dernières municipales à Paris. En revanche, je ne crois pas que, et je le dis parce que c'est mon sentiment, que tous ceux qui sont et qui soutiennent LFI sont des antisémites. On ne peut pas globaliser cela. Nathalie Cohen-Bézarman, on va vous laisser répondre à tout ça et le mot de la fin en même temps. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, Philippe. Allez-y, c'est Nathalie. C'est mon sens de l'anticipation légendaire. Allez-y, Nathalie, on vous écoute. Écoutez, le mot de la fin, c'est que moi, je pense qu'il faut de la pédagogie dans tout ça. Voilà. Alors, ça sera long parce que on a pris pas mal de retard. Mais une des choses que je voudrais, effectivement, j'ai entendu Madame qui a excessivement bien parlé tout à l'heure. J'ai partagé vraiment tout ce qu'elle disait. Brigitte. Je pense qu'effectivement, voilà, il faudrait absolument. Non, la dame qui est Françoise de Gois. Françoise de Gois. Voilà. Je pense qu'il y a une grande pédagogie à faire, notamment sur le mot sionisme. Voilà, expliquer aux gens ce que ça veut dire qu'être sioniste. Et à partir du moment où on est pour une solution à 2 États, et je revendique le fait d'être pour une solution à 2 États, eh bien à ce moment-là, tous ceux qui le sont sionistes, puisque le sionisme, c'est vouloir l'existence de l'État d'Israël. Merci beaucoup pour ces informations qui sont fort utiles, je suppose, à tous ceux qui ne les connaissaient pas. Je rappelle, Nathalie Cohen-Bézarman, que vous êtes vice-présidente du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'avoir participé à ce débat. À très bientôt. Dans quelques instants, Brigitte, l'acmé de l'émission, on en a déjà parlé, le qui c'est qui l'a dit. Est-ce que vous avez pu réviser un peu? Parce que là, aujourd'hui, il y a du lourd. Il y a du lourd, il est allé chercher loin, le Philippe. Ah, là, je vous préviens, là, c'est niveau 4e année de Polytechnique. Ah oui, bah donc je serais très mauvaise. Brigitte, elle sera toujours avec nous, vous le savez. 0826 300 300, si vous voulez participer aux questions, au jeu de Philippe David, vous nous appelez évidemment, on vous attend. Allez, à tout de suite pour le qui c'est qui l'a dit. J'ai réussi à le dire sans me... Votre attention. Merci Quentin. Merci. Donc je disais 0826 300 300, si vous voulez participer, tapez un coup de gueule, un coup de cœur, et puis là jouez avec nous, évidemment, vous nous appelez. On est toujours avec Brigitte, hein. Oui. Attention. Attention Brigitte, vous êtes prête parce que c'est sévère aujourd'hui. Vous connaissez la tradition, il faut que ce soit vous qui lanciez le qui c'est qui l'a dit. Vous avez carte blanche. Allez-y. Eh ben, c'est parti pour le quiz. Les vraies voix Sud Radio. Sobre, efficace. Alors Brigitte, déjà vous choisissez une des vraies voix, si je ne m'abuse. Non, pas du tout. Elle répond en premier et après c'est la foire excusez-moi, je débarque. Voilà. Allez-y. Alors c'est vous qui posez la première question. Eh ben d'accord. Alors, première question. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir une primaire avec Bruno Retailleau qui explique que l'immigration est une malchance pour le pays. Brigitte. C'est Prisca Thévenot, non? Bonne réponse. Bravo. Magnifique. C'était Prisca Thévenot ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit, Brigitte? Le Rassemblement National n'est plus le Front National. Brigitte. Bardella. Bonne réponse de Brigitte. Qu'est-ce qu'elle est forte. Incroyable. Ces deux-là, c'était facile. Je crains le pire. Vous allez voir. Déjà, t'as 6 points. Pardon, vous avez 6 points. Il y a des connivents. Elle est jalouse. Non, pas du tout, j'adore. Allez, troisième question. Je ne suis pas un énarque, je ne suis pas un Parisien. Je refuse les éléments de langage, la com. Les Français veulent de l'authenticité. Brigitte. Gabriel Attal. Retailleau. Pas loin. Bruno Retailleau non plus. Xavier Bertrand. Non. Xavier Bertrand. Non. Non, attendez, comment j'ai pas entendu On Brigitte? vous entend pas, Brigitte. Brigitte. Rémi Ferraud. Non. Olivier Faure. Non. Facile. Et Nicolas Sarkozy. Qui n'est pas un énarque? Retailleau, on le voit partout en ce moment. Darmanin. Mais non.
C'était François Bayrou. Le PM, On était dans la présidentielle. On était dans la présidentielle. Écoutez, je vais vous dire, pour parler d'un Béarnais, je trouve que l'intellect des vraies voix garbure mal aujourd'hui. Ah, pas mal, garbure. C'est joli. Garbure, c'est très bien. Bravo. Mais c'est bigourdant, la garbure. Ouais, mais alors les Béarnais, c'est bigourdant, mais bon, on va pas faire les guerres de clochers. C'est qui l'a dit, Brigitte, sur le retrait de la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy? C'est au président de la République de prendre cette décision. Oh, ça doit être du côté gauche, ça. Je sais pas, Olivier Faure. Non, pourquoi ça serait de la gauche? Non, mais qui c'est? Non. Bah, il y a Brun-Pivet. Non. Gérard Larcher. Non. Darmanin. Bonne réponse. Voilà. Ah oui. Bonne réponse. Vous auriez dû l'affirmer un peu plus fort, Philippe Bilger. Vous l'avez dit avant. C'est bien de reconnaître vos limites en disant que vous gagnez par chance. Non, mais là, par chance, enfin, c'est vraiment par élimination. C'est-à-dire que Darmanin, il parle tous les jours avec Retailleau, donc une fois sur deux, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Vas-y. C'est à qui parle le plus fort. Alors, le port du voile islamique est utilisé comme un étendard politique contre la République. Brigitte. Oui, alors ça, je l'ai entendu hier, c'est la porte-parole du gouvernement. Ah non. Ça pourrait être Retailleau, non? Non, mais c'est à Brigitte de répondre. Ah bah, elle a dit. Ça pourrait être alors, oui, bah, allez-y maintenant. Retailleau. Non, c'est pas Retailleau. Non. Darmanin. Non. Il est au gouvernement aussi. Hein. Ah, il est au gouvernement aussi. Brigitte. Emmanuel Valls. Bonne C'est lui. C'est un des trois. Ce qui est bien avec Françoise Degois, c'est que c'est par élimination. Oui, mais ça lui correspond en plus. c'est par élimination avec Françoise Degois. Quand tout le monde a dit tout le gouvernement, il en reste un, elle le trouve. Mais vous êtes gonflé, mais vraiment, vous êtes vraiment ignoble. Excusez-moi, après, on n'a pas Cécile qui me qualifie de culbuto, ne dites pas que je suis gonflé. S'il vous plaît. Je sais pas ce niveau d'intimité que vous avez avec Cécile. Brigitte, qui l'a dit? On a un ministre de l'Intérieur qui parle des belles heures de la colonisation, qui parle de régression vers les origines ethniques à propos des jeunes des quartiers populaires et qui parle, comme sous Vichy, de français de papier. Ah oui. Brigitte. Enfin, c'est facile. Bah, ça doit être Bompard. Non, c'est pas. C'est Mélenchon. Bonne réponse. Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise, qui a dit que les filles étaient humanistes. On est à combien là? Alors écoutez, pour le moment, Brigitte 6 points, Françoise Degois 6 points, Philippe Bilger 3 points, pour Bernard Cohen-Haddad, il est pour le moment aux abonnés absents. Oui, moi je suis toujours le plus mauvais dans ce genre de jeu. Comme on dit dans le rugby, parfois la jument n'a pas tourné le dos au foin. Exactement. Allez, c'est pour vous, Bernard. Il y a un cas. Enfin, c'est pour vous. Non. Il y a un cas. Merci, Judith. Il y a un quart des détenus en France qui sont étrangers, alors qu'il y a de la surpopulation carcérale. Je suis pour l'expulsion des prisonniers étrangers. Non. Retailleau. Trop facile. Non, c'est un député qui a été ministre et un éminent ministre. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Attends, ça n'a pas duré longtemps. Castille. Non. Qui ça? Jean Castex? Non, plus récent. Il a été à Bercy. Arnaud. Antoine Arnaud. Mais j'allais dire. On va donner à Bernard. Ah non, t'as dit Arnaud. Mais qu'est-ce qu'il a à parler, celui-là? On l'entendait pas quand il était à Excusez-moi, Bercy. Françoise, on va faire un peu de social avec le patron. Oui, quand même. Ça y est, vous avez raison, là, j'ai peur, c'est du RSA du jeu. Qui l'a dit? Allez, une dernière. Donald Trump fait des cadeaux en rafale à la Russie. Brigitte. Allez-y. François Hollande? Non. Je vois pas. Non. François Hollande? Non. Barrault, Jacques Barrault? C'est une Française. C'est une Française? Valérie Ayé? Non. Nathalie Loiseau? Bonne réponse de Françoise Degois, Nathalie Loiseau. Écoutez, merci, chers amis. Revenu du diable Vauvert et grâce à, on va dire, de l'écrémage de réponse, Françoise Degois s'impose avec 9 points devant la brillante Brigitte avec 6 points. Merci, Brigitte. Désolé, mon cher procureur. Philippe Bilger et Bernard Cohen-Haddad sont à 3 points, mais personne n'est Fanny. Que demande le peuple? Bravo. Allez, Bravo, Brigitte. 17h56, merci. Vous êtes auditrice fidèle de Sud Radio? Oui, tout à fait. Moi, je suis une. Elle a écouté tout ce matin déjà. Jusqu'au soir. Voilà. Dès que je peux, je me connecte à la radio. Voilà. Merci, on vous adore, on vous embrasse. Et vous êtes très opérationnel au qui c'est qui l'a dit. Ça plaît à Philippe David. Non, se faire battre par Françoise Degois en dernière seconde, c'est un peu sur la ligne. C'est pas grave, elle a été brillante. Allez, 0826 300 300, il est 17h56 si vous voulez nous appeler, réagir. Vous le pouvez, puis dans un instant, il y aura le coup de gueule, notamment de Philippe David. Là là. Il a des trucs à dire, je vous dis que ça, moi. Je suis
furieux, là, je vais remettre le clocher dans 2 villages à la fois, Paris 15e et Paris 6e. Vous allez pas être déçus. Allez, à tout de suite. 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Et les vraies voix continuent, cher Philippe. Nous sommes avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion Étienne Marcel. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Et tout de suite, c'est le répondeur des vraies voix. Je viens d'entendre votre coup de gueule sur l'Assemblée et le débat sur le narcotrafic. Moi aussi, ça m'a choqué. Et j'en ai assez de ces députés qui ne sont pas là quand il y a des débats primordiaux. Alors, je pense qu'il devrait y avoir aussi une pénalité, puisqu'ils vont pénaliser les gens qui sont RSA et qui suivront peut-être pas correctement leur formation ou autre. Alors, ça suffit. Des députés godillots, ras-le-bol. Mais où en sommes-nous arrivés? Alors moi, j'ai malheureusement, ils n'habitent pas là où il y a les trafiquants qui empêchent les gens de dormir, qui en ont les répercussions sur leur santé et qui ont la peur de rentrer chez eux. Je peux témoigner. Alors, ras-le-bol et merci pour votre coup de gueule. Ah, elle est fâchée, notre auditrice. C'était clair suite à mon coup de gueule de vendredi, puisque les députés ont brillé par leur absence pour voter l'ouverture des messageries cryptées pour les forces de l'ordre. Ils ont voté contre. Il n'y avait même pas un quart de l'hémicycle qui était présent et j'ai trouvé ça dingue. C'est dommage, évidemment. Non, le micro est fermé. On peut regretter qu'il n'ait pas été là, mais tous les députés qui ne sont pas en séance ne sont pas des paresseux. Hein. Ils font autre chose, ils ont d'autres activités. À minuit, ils avaient peut-être un peu de temps. Quoi. Non, mais votre coup de gueule a été très convaincant. Mon cher Philippe, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Pour une fois que vous avez la raison. Françoise Degois. Moi, il ne faut pas s'arrêter aux images. Une petite amende. Oui. Non, pas d'amende, parce que les députés bossent en commission. Oui. À minuit, il n'y a pas de commission. Excusez-moi, je vais terminer. Vous avez des dérogations pour voter avec les boîtiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a les équilibres de groupe. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse à chaque fois qu'on hurle parce que l'hémicycle est à moitié désert. Moi, je vous dis que l'Assemblée nationale, les gens bossent. Et malheureusement, parce qu'on ne connaît pas les règles. Vous avez un député qui peut voter pour 4 personnes. Vous n'êtes pas dans un vote solennel, par exemple, d'une censure ou pas une censure, où la présence est obligatoire. Donc, à un moment donné, il y a aussi une volonté politique de pas coincer les libertés individuelles. C'est aussi ça le message qui est envoyé. Mais ne pas, Bernard Cohen-Haddad, refuser de donner la possibilité aux policiers, aux gendarmes d'aller voir dans les messageries cryptées. Alors c'est un choix. Dans ces cas-là, il ne faut pas dire qu'on fait la guerre à la drogue. Mais non, vous avez d'autres choix, vous avez d'autres manières de le faire, enfin, respecter les choses. Mais c'est un choix du Parlement, il faut que l'Assemblée qu'on peut contester, et que moi je conteste. Je trouve dommage effectivement qu'on ne donne pas accès à la lutte et tous les moyens à la lutte contre les narcotrafiquants, parce qu'on ne peut pas avoir à tenir de discours. Après, il faut attention à l'antiparlementarisme. Je sais que ce n'est pas le cas de Philippe David, et c'est vrai qu'on peut ne pas être présent à l'Assemblée et y travailler et y voter si on a fait une délégation de pouvoir. J'avais fait un double coup de gueule pour remettre le clocher au milieu du village, c'est que j'avais dit que déjà il y avait que moins de 25% des députés absents et que surtout une toute petite minorité avait voté pour le droit pour les forces de l'ordre d'aller s'incruster dans les messageries cryptées. Je termine. Et on a eu le patron des enquêtes du syndicat Alliance qui nous disait que toutes les preuves étaient dans les messageries cryptées et que si on leur interdisait d'y aller, ça rendrait beaucoup plus difficile les enquêtes. Philippe, moi je vous dis juste que si à un moment donné le Parlement qui fait la loi refuse ce genre de mesures, c'est aussi parce qu'il y a aussi un manque de confiance également dans l'avenir. Voter ce type de loi, si un pouvoir autoritaire prend le pouvoir en France, eh bien c'est un problème. Donc les députés, ils votent aussi parce que c'est pas parce que c'est des gens qui laissent tout aller, c'est aussi ils ont une pensée politique. Écoutez, moi l'argument de Françoise, je le supporte de moins en moins. Je sais. C'est pas grave. On a vécu, mon cher Philippe Bilger, les arrêts des années 70 où il était interdit d'ouvrir les coffres de véhicules, vous vous souvenez, les arrêts Ponia et compagnie, où on disait que c'était une atteinte aux libertés. On n'en est plus là aujourd'hui. Je crois qu'on a une vraie lutte, Françoise, et je le dis parce qu'on le voit bien au quotidien, y compris dans l'entreprise, une vraie lutte contre le narcotrafic, une économie parallèle, une lutte de territoire dans les quartiers et dans la République.
il faut aussi faire abstraction de l'absence de nos libertés. Vous l'avez dit tout à l'heure, ma chère Françoise, on ne vit pas ailleurs qu'en démocratie, on reste en démocratie. Merci, Bernard. Merci. On est pris par le temps, chers amis. Vous restez avec nous parce que dans un instant, c'est le coup de gueule de Philippe David et ça va gueuler. Là, vous avez 2 villages, le 15e et le 6e, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Et il est 18h14 et à 18h14, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu, non pas du village, mais de 2 villages qui sont le 15e et le 6e arrondissement de Paris. Pourquoi les 15e et 6e ? Parce que ce qui s'y est passé entre la nuit de vendredi à samedi et la nuit de dimanche à lundi est purement surréaliste. Récapitulons. Dans la nuit de vendredi à samedi, 3 individus dans une BMW font un refus d'obtempérer déclenchant des poursuites de police. Le chauffard de la BM perd le contrôle de son véhicule qui va frapper un feu tricolore et des barrières de chantier sur le trottoir. Dieu merci, vu l'heure tardive, il n'y avait personne. 2 véhicules de police en poursuite, allant percuter la BMW. Bilan, 13 blessés, dont 10 policiers. Le chauffard alcoolisé et ses 2 passagers, âgés de 30, 22 et 19 ans, sont interpellés et placés en garde à vue, 2 d'entre eux étant déjà connus des services de police. La vidéo du carambolage et la gravité des faits laissaient croire que, pendant quelques temps, ces tueurs de la route seraient incarcérés. Pas du tout, puisque 2 d'entre eux, dont le chauffard alcoolisé, à qui le permis de conduire avait été immédiatement retiré, ont été arrêtés la nuit dernière à quelques centaines de mètres du lieu de leur premier méfait du week-end, dans le 6e arrondissement de Paris. Le conducteur a été placé en garde à vue pour conduite pendant une rétention de permis et son passager pour déclaration de fausse identité. Cerise sur le gâteau, une somme de 1500 € en liquide a été retrouvée dans leur véhicule, une somme certainement gagnée en toute honnêteté. Alors merci aux juges de laisser des tueurs de la route en liberté, à moins que la jurisprudence Naël Kylian Mbappé n'ait transformé ces personnes en petits anges pour ces mêmes juges, l'angélisme leur accordant une mansuétude à mon avis imméritée. En tout cas, évitez dans les nuits à venir la rive gauche de Paris, votre vie comme automobiliste, motard ou piéton pourrait y être sérieusement mise en danger. Voilà, mais c'est-à-dire qu'après la première affaire, ils ont été laissés libres. Et ils se sont fait rechoper. Ils se sont fait rechoper la nuit dernière. Avec 1500 balles en liquide. Voilà. On peut faire toutes les mains courantes des commissariats et tous les jours des coups de gueule. Hein. Vous savez, il n'y a rien de... Moi, le matin, le matin, je vais aller jusqu'au bout. Oui. Le matin, quand je viens travailler en scooter, je vous assure que, alcoolisé ou pas, eh bien, les quais de Paris, à 5h30 du matin, c'est vraiment la ligne droite de la Hunaudière aux 24 heures du Mans. Vous avez toutes les chances, quand vous êtes en scooter, de vous faire percuter tellement les gens conduisent vite parce qu'ils attendent qu'il n'y ait pas de... Ils profitent du fait qu'il n'y ait pas de circulation pour aller très vite, les chauffeurs, livreurs, pour enchaîner, etc. C'est effrayant, de plus en plus effrayant. Vous prenez les quais de Notre-Dame et vous remontez jusqu'à Boulogne, je vous souhaite bien du plaisir. Donc, tous les jours, je pourrais expliquer à quel point, si vous voulez, on est dans carrément refus d'obtempérer. Mais oui, d'accord. Ok, d'accord, mais vous ne pouvez pas faire tous les jours, mon cher ami, la liste, si vous voulez, des refus d'obtempérer. Vous avez vu le bazar qu'ils ont foutu, quand même, excusez-moi. Mais c'est la vie. À un moment donné, quand ils mettent en danger la vie des gens... Judith, je vous en prie. Judith, c'est la vie des grandes villes. Franchement, qui est comme moi, ça. Je n'arrive pas à m'y faire. Mais moi non plus, je n'arrive pas à m'y faire, mais c'est comme ça. Voilà. Quand vous voyez le choc, moi j'ai vu la vidéo des caméras de surveillance, la BM qui s'explose. Il y aurait eu des piétons, ils étaient morts. Mais c'est la vie des grandes villes. Les voitures de police, endommagées. Bon, écoutez, moi ce qui me gêne, c'est pas qu'ils reprennent, c'est qu'on les laisse surtout le lendemain sortir. C'est peut-être ça. On nous dit c'est quand même la faiblesse de ce système, parce que vu ce qu'on a vu, le carnage dans ces 2 quartiers, surtout dans le 15e. Il y a 2-3 008 de police à la casse et une BMW à la casse. Et bon, la BMW, elle appartient aux imbéciles, donc on s'en fout un peu, mais les véhicules de police, ils appartiennent à l'État. C'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer. Les laisser le lendemain en liberté, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. Allez, c'est dit. L'info en plus de Félix Mathieu, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio.
Félix, direction les Sables d'Olonne où l'on peut trouver le meilleur, attention, fion de Vendée. C'est pas moi qui l'aurais écrit. Oui, je vous le donne en mille. Le meilleur fion, c'est celui de Lucette. Lucette du nom de la boulangerie qui a remporté ce concours départemental du meilleur fion. Alors précisons que le fion, ça se mange, puisque c'est une pâtisserie vendéenne. Une pâtisserie vendéenne qui ressemble grosso modo à une tartelette avec un flan à l'intérieur. C'était préparé traditionnellement lors des festivités autour de Pâques. Et pour en parler, nous sommes donc avec le patron de cette boulangerie Lucette des Sables d'Olonne. Bonsoir Jackie Janière. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio dans Les Vraies Voix et bravo pour votre victoire à ce concours du meilleur fion. Alors, c'est quoi le secret de ce meilleur fion? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, ce qui peut faire la différence, c'est la cuisson, forcément, puis c'est l'attention qu'on y met, évidemment. Donc voilà, chaque concours, on essaye de faire au mieux. Et puis moi, c'est personnellement une spécialité que j'adore faire. Donc c'est moi qui me suis chargé de faire le fion. Et voilà, j'y ai mis tout mon cœur. Voilà. Alors, pour vous avouer, on a regardé les photos et moi, je veux vous dire, 18h19, ça me mettait déjà en appétit avant l'émission. Mais là, à 18h20, je peux vous dire que c'est absolument magnifique. Comment ça se prépare? Quels sont les ingrédients? Alors, c'est pas si simple que ça. Ça peut paraître simple, mais donc c'est une sorte de flan avec une pâte brisée sucrée que l'on cuit. Et après, à l'intérieur, donc on rajoute un appareil à flan type œuf au lait. Et donc avec une petite pointe de cannelle. Et donc, comme je disais, la cuisson est super importante pour avoir une texture nickel. Voilà. D'où vient le terme fion? Oui. Ça, c'est la chose qui intéresse Philippe Billiger, évidemment. C'est purement scientifique. C'est du patois vendéen qui veut dire flan maraîchin. Parce que normalement, on pourrait l'appeler aussi flan maraîchin. Mais vous faites un peu exprès tout de même de l'appeler fion pour faire rigoler tout le monde, on peut le dire ou pas? Mais totalement, mais carrément. Bon, voilà, ça c'est dit. Parce que honnêtement, je pense que si on l'appelait flan maraîchin, ça plairait moins. C'est moins waouh. Parce qu'on est au Sables d'Olonne, une ville un peu touristique, et donc quand les touristes rentrent dans le magasin et qu'ils voient l'étiquette fion, forcément, ils rigolent. Il y en a certains qui rougissent, qui n'osent pas demander à la vendeuse le gâteau en question, d'autres qui vont franco et qui demandent à goûter le fion de Lucette, quoi. Oui, ils sont surpris en arrivant. C'est magnifique. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui, parce que c'est pas très connu en fait en dehors de la Vendée, c'est ça. Les touristes sont surpris. Mais vous connaissez pas Félix? Vous qui êtes Vendéen en partie. Alors, enfin... je crois que même tous les Vendéens ne connaissent pas spécialement, parce que c'est vrai qu'effectivement, même en connaissant la Vendée, on connaît pas forcément cette spécialité. En connaissant la Vendée, on connaît pas le fion. Jackie Janière. Une spécialité qui est des marais, donc Saint-Jean-de-Mont, Chaland, sur la côte là. Voilà. Donc dans le bocage, c'est un peu moins connu. Ouais. Françoise Degois. Oui, je suis plié de rire, excusez-moi de vous le dire, mais c'est fait pour d'ailleurs, j'imagine. Mais est-ce que vous avez une reconnaissance? Parce que je pense par exemple que la garbure, par exemple, c'est un plat maintenant qui est reconnu comme bigourdan et pas béarnais. Si François Bayrou nous écoute, c'est bigourdan, c'est pas béarnais. Est-ce que votre fion, si je puis m'exprimer ainsi, a une appellation d'origine contrôlée ou quelque chose de cette nature-là désormais? Alors non, pas encore. Non, pas encore. C'est peut-être en voie. Il faudrait voir avec la fédération, mais c'est vrai que ça serait pas mal de pouvoir. Et puis avec le nom comme ça. Attendez, on a le président de la CPME. D'autres fions. Oui. Jackie, on a le président de la CPME de Paris. Tiens, vous pour faire la promotion du fion. J'aime beaucoup les entreprises des Sables d'Olonne, mais j'y vais régulièrement. Mais je connaissais pas le fion de Lucette. Mais maintenant, j'irai goûter aussi celui de Jackie. Avec une trouspinette. Vous avez le fion large en plus, c'est ça qui est bien. Jackie, est-ce que vous livrez sur toute la France pour les auditeurs de Sud Radio? Alors malheureusement, ça va être compliqué. Il va falloir venir au Sables d'Olonne et à partir de ce week-end, on commence les fions. C'est quoi la trouspinette là? La trouspinette, c'est un apéritif vendéen. Je sais pas si ça se déguste avec le fion. On reste dans le même genre d'idée. Honnêtement, ça peut aller très bien avec. Pourquoi pas.
À base de vin, d'eau de vie et d'épines. Eh bien, merci en tout cas pour cet effort. Et bravo Jackie Génière. Vous êtes boulanger au Sable d'Olonne, spécialiste du fion. D'habitude, quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lahaye, et là, il y a une transgression. On est resté sur le fil pendant 10 minutes il rentre, évidemment. Allez, chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous parce que dans un instant, c'est le tour de table des vraies voix. Et oui, nous allons avoir leur point de vue. Surtout, restez là. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Et il est 18h27 sur Sud Radio. Tout de suite, c'est le tour de table des vraies voix. Mais on est chez les fous là. Accrochez-vous bien, mon petit pot catalytique. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Moi, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Elle est trop vieille. Je crois pas une minute ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton. C'est pas légal. Le tour de table. De l'actualité. Alors, hommage à Maxime, notre réalisateur qui a fait ce son. Est-ce que vous avez remarqué la voix de De Funès et de Bourvil? Oui. Et c'est quel film? Et puis au milieu de tout ça, le Cornio. Et vous savez pourquoi aujourd'hui? Non. Parce qu'il y a 60 ans aujourd'hui, le Cornio sortait en salle. Bravo. Et donc Maxime nous a fait cet excellent jingle. Bravo Maxime. Il est très fort, vraiment, il est fort ce Maxime. Ouais. Alors, Philippe Bilger voulait nous parler du grand livre, selon vous, de Michel Onfray, L'autre collaboration. Oui, Michel Onfray, c'est un grand livre et en même temps effrayant, puisque Michel Onfray, d'une manière qui m'a bien plu, il faut le reconnaître, avec un talent de polémiste rare, mais il me semble qu'il a beaucoup travaillé, tout de même pour ce livre. Il a mis en pièces un certain nombre de réputations de gloire de gauche et d'extrême gauche, en particulier, en cherchant dans leur passé, dans leurs écrits, des traces de pétinisme et d'antisémitisme. Et c'est vrai que c'est un jeu de massacre assez passionnant quand il concerne, par exemple, Alain Ricoeur, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et d'autres encore qui Heidegger, ceux qui ont loué Beaufray. C'est extraordinaire de voir à quel point, peut-être d'une manière parfois un petit peu arbitraire, Michel Onfray a choisi des propos et des écrits, mais qui sont très éclairants et dont il tire des conclusions absolument effrayantes et qui sont justifiées. Alors, ça fait du bien. L'autre collaboration. Oui, après Michel Onfray, il faut juste qu'il, je ne sais pas, il doit guérir de ses obsessions. Michel Onfray, il vient de la gauche, il disjoncte complètement, pardonnez-moi de vous le dire. On peut sortir quelque chose. Par exemple, on peut considérer qu'avant, à un moment donné, Jean Jaurès, et si ce n'est antisémite, il est anti-Dreyfusard. Ah oui, absolument. Et puis il se convertit. Heidegger, tout le monde le sait, il a pas réinventé. Mais cet acharnement, si vous voulez, à essayer de démontrer que la gauche est collaborationnisme, bah oui, mais il n'y a pas eu que la gauche. Non, cette façon, c'est une façon tordue. Et moi, je voudrais tellement retrouver le Michel Onfray que j'ai connu, qui faisait les universités populaires. Quand c'était extraordinaire. Il les regrette ce type était un type d'une ouverture incroyable. Il ne tronquait pas une pensée pour en faire quoi? Eh ben, pour en faire l'air du temps, pour en faire de la polémique et pour en faire quelque chose qui va encore abîmer. Où est-ce que vous êtes éclairé d'apprendre que Heidegger avait des propos antisémites? Mais je vous prends tous les auteurs de droite, c'est la même chose. Ah non, mais pourquoi faire ça? Là, je vous trouve très sévère. Je suis persuadé que vous approuveriez ce livre. Je ne peux pas approuver cette façon, cette intention de Michel Onfray. C'est ça que j'approuve. François, ce qu'il dénonce, c'est le fait que ces gens qui ont dit ça dans leur passé ne l'aient jamais assumé dans leur présent. Essayez de trouver, d'expliquer maintenant que les Juifs sont collabos. Vous avez maintenant sur Twitter des gens, mais vous avez des gens qui accusent des Juifs d'être collabos parce que c'est délirant. Non, ça n'est pas n'importe quoi. Excusez-moi, non, ce sont des gens très cultivés. François, ça n'est pas le sujet. On arrive, ce genre de livre
participe de la folie qui est en train de se saisir de ce pays, de la polarisation qui est en train de se saisir de ce pays. Vous vous rendez compte que dans ce pays, soit vous êtes islamophobe, soit vous êtes islamo-gauchiste, il n'y a plus rien au milieu dans les débats politiques. Dans ce pays, quand vous voulez être juif de gauche, c'est insupportable, vous étouffez complètement. Eh bien, ce type de livre participe de cette saleté de climat. Bernard Cohen-Haddad. Alors déjà, peut-être pour dire, dans ce pays, déjà, être juif tout simplement, c'est déjà compliqué. Alors, juif de gauche, ou de droite, je vous souhaite bien du courage. À mon avis, c'est comme la laïcité plurielle et haute. Déjà, la laïcité, laissons-la à sa place. Donc François. Pardon, les juifs être juif tout court, c'est déjà compliqué aujourd'hui en France. Alors peut-être encore plus de gauche, de droite, c'est pas mieux. Et d'extrême gauche, c'est encore plus difficile. Quant à l'extrême droite, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est dans ce que vient de dire Philippe, c'est que cet essai que je vais lire, parce que vous m'en avez donné l'envie, Philippe, montre qu'un homme, une femme, dans son action publique, n'a pas un chemin qui est tout tracé. Et qu'on peut, à un moment de la vie, avoir un certain nombre de positions, les affirmer et les nier après, parce que la vie fait que vous évoluez, ma chère Françoise. Moi, j'admire ceux qui ont des parcours linéaires. Moi aussi. Oui, la vie n'est pas faite comme cela, malheureusement ou heureusement, et on a le droit d'avoir été à un moment de tel côté de l'échiquier politique, de faire son aggiornamento et après d'évoluer. Ça fait partie du progrès de l'homme, et moi je crois au progrès de l'homme et à la connaissance aussi qui fait en sorte qu'on évolue. Maintenant, ne le jetons pas à l'anathème sur tel ou tel essai. C'est bien de le connaître. Moi je ne l'ai pas lu cet essai puisqu'il vient de sortir. Et puis je n'ai pas l'expérience de Françoise qui l'a connue dans une autre... Allez, attendez, excusez-moi, Bernard Cohen-Haddad, on est pris par le temps, vous avez la parole, vous la gardez. Votre tour de table, c'est un coup de cœur qui est en discussion au Sénat et à l'Assemblée nationale, dites-nous en plus. Oui, puisque moi j'aime les entreprises, j'aime Paris et les entreprises à Paris, et on a enfin un débat à l'Assemblée et au Sénat sur ce qu'on appelle le test PME. C'est comment on va faire en sorte d'essayer une norme qui peut être une loi ou un acte administratif dans un territoire, et on va voir son effet sur les petites et moyennes entreprises avant de le généraliser à l'ensemble des Français. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on a toujours considéré que les petites entreprises, c'était des grandes entreprises en tout petit. Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est à la tête d'une petite, moyenne entreprise, lorsqu'on est un commerçant, un artisan, une activité libérale, on vit différemment la relation aux lois. Et souvent, on est sous le joug d'une transposition d'un certain nombre de textes, d'une suradministration, d'une complexité administrative. Donc aujourd'hui, enfin, on va pouvoir débattre de ce test PME qui permettra pendant quelques mois, 3-6 mois, dans un département, dans une région, d'un certain nombre d'activités, de voir l'effet de la norme sur la vie des entreprises de proximité. Et je vous avoue que c'est un combat qu'on est un certain nombre à mener depuis une vingtaine d'années. Donc merci aujourd'hui d'avoir ce débat. Et mon cher Philippe David, j'espère qu'il y aura le soir du vote beaucoup plus de députés que ceux qui étaient là pour faire en sorte de limiter la crypto et l'action des trafiquants sur les messageries. Très bien, moi ça me va. Tout ce qui va dans le sens de l'apaisement des entreprises et de leur bien-être, surtout, parce que c'est aussi un test qui apaise psychologiquement, j'imagine. Oui. Alors vous, François, vous voulez nous parler d'un autre livre, un livre de Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens. Pas de polémique, Karine Thuil, c'est une autrice que j'adore, qui a cette vertu, comme quelques auteurs comme Emmanuel Carrère ou Houellebecq, de se renouveler en fait à chaque instant. Et La guerre par d'autres moyens, écoutez, si vous voulez lire un grand livre, eh bien jetez-vous là-dessus. Pourquoi ? Parce que ce livre est extraordinaire sur la mécanique du pouvoir. Il met en scène un ancien président de la République qui quitte le pouvoir et qui se retrouve pendant un an totalement désœuvré. C'est un livre qui parle de l'addiction, c'est un livre qui parle de la mécanique du pouvoir, qui parle de la mécanique de séduction. Ce n'est pas un livre à clé, bien sûr, à proprement parler, mais quand vous verrez les personnages, vous verrez une sorte de morphing entre des anciens présidents comme Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc. C'est écrit au cordeau, c'est un véritable bijou. Ce pays est éminemment politique, c'est un des plus
politique du monde, le pays de notre France. Eh bien, ce livre, qui est déjà un succès pour une autrice qui est très populaire, et on peut être populaire et faire de la grande littérature, allez-y, La guerre par d'autres moyens, c'est chez Gallimard, c'est formidable. Philippe Bilger. La morale, c'est quoi, en gros, François ? La morale, je ne sais pas si on peut parler de morale, c'est une observation vraiment extrêmement fine. Je dirais pas que c'est du niveau des caractères de La Bruyère, si vous voulez, mais quand même, il y a des moments, il y a des pages qui sont... C'est un grand écrivain, une grande écrivaine. J'ai commencé à le lire ce soir. J'aime pas tout d'elle, mais... Bernard Conadad. Oui, allez lever le voile sur les coulisses de la vie politique. Je pense que c'est une bonne chose pour nous, ça va nous changer des anathèmes. Et puis Karine Thuil, c'est une grande écrivaine. Très grande, j'adore. Eh bien, tout cela est bien intéressant. Et puis dans un instant, vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs, parce que ça va être le débat, le coup de projecteur. Merci Philippe. Le ministre de la Justice a indiqué dans le journal du dimanche qu'environ un quart des détenus en France sont étrangers. Il estime que les incarcérés dans leur pays d'origine permettraient de désengorger les prisons et éviter la libération prématurée de certains détenus, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que cette proposition vous semble aller dans le bon sens pour réduire la surpopulation carcérale ? Et à cette question, les détenus étrangers doivent-ils purger leur peine dans leur pays ? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, nous recevons Evelyne Siermarin, qui est magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Bonsoir Evelyne, bienvenue. Bonsoir. Evelyne Siermarin, je vais vous poser une question directe, une question choc. Est-ce que tout cela n'est pas simplement un moyen de se décharger du problème ? Je crois que c'est surtout de la communication politique, on verra ça, mais je pense qu'il y a une concurrence entre M. Retailleau et M. Darmanin, et puis que sur le plan pratique, en fait c'est une mesure qui est assez illusoire parce que finalement elle ne va pas concerner beaucoup de détenus. Je vais essayer de vous expliquer ça tout à l'heure. Merci, restez avec nous. Et vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous. On revient dans un instant pour le coup de projecteur des vraies voix. Tout de suite. Retour des vraies voix de ce lundi 24 mars, avec bien évidemment Philippe Bilger, Françoise Degois et Bernard Cohen-Haddad. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré dans le journal du dimanche d'hier que plus de 19 000 détenus étrangers sont emprisonnés en France, donc environ un quart de la population carcérale. Pour lui, si ces prisonniers étaient incarcérés donc dans leur pays d'origine, cela permettrait de désengorger les prisons françaises tout en évitant la libération de détenus qui ne devraient pas l'être tout simplement. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure ferait d'une pierre deux coups en expulsant plus rapidement des personnes sous OQTF ? Et à cette question, les détenus étrangers doivent-ils purger leur peine dans leur pays ? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir au délai vraie voix. Attendre vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Evelyne Siermarin, qui est magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Et on fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Je vois avec plaisir sur Sud Radio le retour de Evelyne Siermarin, ancienne présidente du syndicat de la magistrature, qui dans son intervention immédiate, heureusement, ne m'a pas surpris. J'étais persuadé qu'elle ne dirait ça aurait été une surprise qu'elle approuva Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous aimez mettre des imparfaits du subjonctif comme ça ? En l'occurrence, quand j'ai lu le projet de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, il m'a pas semblé, quand on le regarde de manière détaillée, et sous réserve évidemment de l'avis de Evelyne Siermarin, qu'il soit complètement absurde. D'abord, il relève d'une forme de bon sens. Je veux dire, si on pouvait en effet faire purger au moins la moitié de leur peine aux détenus étrangers dans les pays d'où ils viennent, ce serait une bonne chose. Et évidemment, le terme est très laid, désengorger les prisons françaises de l'ordre de 20 000 détenus en moins, ce serait une possibilité. Il me semble, mais je suis tout ouïe pour entendre le contraire, que c'est possible à partir du moment
Simplement, la circulaire précise qu'on pourra prendre des réquisitions dans les affaires qui permettront éventuellement de mettre en œuvre ce que souhaite Gérald Darmanin. Françoise Degois. Et moi, j'ai toujours une sainte frousse et de plus en plus de ce qu'on appelle le bon sens. Vous savez qu'au nom du bon sens, qui devient quasiment une théorie politique, et on sait très bien de quel côté de l'échiquier elle tombe, le bon sens, ça vous fait faire à peu près n'importe quoi. C'est vrai que je prends 20 000 et j'en sors 20 000, égale les prisons vont mieux. Déjà, on n'arrive même pas, si vous voulez, à renvoyer nos OQTF. Déjà, on n'arrive même pas, si vous voulez, à faire que l'Algérie accepte de reprendre, si vous voulez, des gens qui sont condamnés. Pensez vraiment qu'on va arriver à imposer au pays d'origine que les prisonniers purgent leur peine. Mais ça sert à quoi, en fait, ce genre de... Vous voyez, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, c'était prévisible, on l'avait dit. Tout le monde grimpe à l'échelle des perroquets, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Vous savez, attention, hein, l'effet de ciseau entre la puissance et la promesse médiatique, quand on est des ministres aussi médiatiques, et la réalité des résultats, c'est le cassage de gueule assuré. C'est pour eux que je le dis. Hein. Et pourtant, Bernard Cohen-Haddad, le même Gérald Darmanin, nous dit quand même que la difficulté principale, c'est pas l'accord du pays d'origine, mais l'accord du détenu. Oui, c'est ce que j'ai pu lire dans, effectivement, cet entretien au journal du dimanche. Et moi déjà, il l'a dit. Je viens d'apprendre par Françoise Degois qu'on retire 20 000, on rajoute 20 000, c'est du bon sens. Moi j'appelais ça de l'arithmétique. Mais bon, on peut bien ce que je veux dire. Je te taquine, ma chère Françoise. Françoise. Moi j'aime bien quand tu me taquines. Donc moi, on a tellement envie d'y croire. On a tellement envie d'y croire qu'on va renvoyer tous ces détenus condamnés ailleurs pour qu'ils coûtent plus cher aux autres qu'à nous-mêmes, pour qu'il y ait un peu plus de sécurité dans la cité. Et j'attends avec impatience notre ancienne présidente du syndicat de la magistrature qui va nous donner ses lumières pour nous dire comment c'est pas possible, parce qu'on a vraiment envie d'y croire. Et là, ça semble tellement du bon sens, ma chère Françoise, qu'on se dit enfin un peu d'air, et puis ça nous coûtera moins cher au budget d'État. Evelyne Sirmarin. Bon, la parole est à la défense, donc. Oui. J'ai essayé un peu, mais bon. Oui. En ce qui concerne donc ce projet, bon, je trouve que quand même Monsieur Darmanin, Monsieur Retailleau sont vraiment dans la surenchère sur les étrangers. Donc je vais pas détailler les mesures que veut prendre en permanence Monsieur Retailleau, interdire le mariage aux étrangers sans papier, allonger le délai de rétention, etc. Bon, et on voit que Monsieur Darmanin est un peu à la peine sur ce sujet qui est très important politiquement pour lui. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça me semble un peu une chimère de toute façon? C'est que oui, je rejoins effectivement le fait que c'est une question d'arithmétique. Donc on en enlève 20 000 dans les prisonniers et par miracle, on a les 61 000 places de prison occupées, mais pas plus, puisqu'actuellement c'est 80 000 qui sont occupées. Oui, mais dans les 20 000 qu'on veut enlever, il y a déjà 4 000 personnes au moins en détention provisoire. Donc ceux-là, on ne peut pas les expulser vers leur pays. Pourquoi ? Parce que en l'état, les expulsions sont pour ceux qui sont en train d'exécuter leur peine en libération conditionnelle. Donc de toute façon, on ne peut pas. Et puis on ne peut pas non plus actuellement parce que effectivement, les intéressés quand ils sont hors Union européenne ne le souhaitent pas. Mais Monsieur Darmanin veut faire des conventions bilatérales pour améliorer ça. Alors, il y a déjà 4 000, c'est impossible. Et puis, il y en a d'autres 4 000 parce qu'on a beaucoup d'Algériens, en fait, en prison parmi les étrangers. Et hop, on recommence. Et donc, il y a à peu près 4 000 Algériens que, de toute façon, compte tenu du conflit diplomatique entre la France et l'Algérie actuelle, qui est quand même assez initié par Monsieur Retailleau et Monsieur Darmanin, on ne pourra pas signer une convention bilatérale avec l'Algérie. Donc il y a déjà la moitié des 20 000 que de toute manière on ne pourra pas expulser. Pour le reste, je trouve que ça pose un problème quand même c'est une circulaire de demander aux magistrats du parquet de jouer un peu le rôle de préfet. Ça c'est quand même un problème. Leur travail c'est pas de voir comment on peut expulser les étrangers. Ça c'est le boulot du préfet. Donc ça me gêne un peu pour les collègues du parquet. Et puis par ailleurs, Monsieur Darmanin, propose finalement de créer, échanger des détenus français contre des détenus qui seraient en prison à l'étranger. Donc ça serait des Français en prison à l'étranger échangés contre des prisonniers étrangers en France. Le problème, c'est que d'abord,
comme d'habitude, pas d'études d'impact, ça coûterait extrêmement cher, parce qu'ils voudraient finalement les échanger en les mettant en prison, comme le fait la Belgique aux Pays-Bas, au Kosovo, en Tunisie, au Maroc, même au Brésil. Je ne sais pas si vous voyez les frais que ça créerait pour la France d'aller finalement expulser ces personnes vers ces pays, et puis payer pour eux. C'est quand même un problème pour les finances publiques. Donc il y a énormément de problèmes, je trouve. Oui, moi je voudrais juste une petite précision. Juridiquement, vous nous dites que c'est possible. Après, vous n'êtes pas favorable à cette mesure, mais juridiquement, vous nous dites que c'est possible. C'est ce que je voudrais entendre, c'est possible ou pas? En libération conditionnelle pour ceux qui exécutent leur peine. Donc pour les 12 000 qui resteraient, donc on peut en renvoyer, si le ministre fait une circulaire aux magistrats, on pourrait en renvoyer 12 000. Non, sauf si le prisonnier n'est pas d'accord. Oui, non, mais on est bien. Non, mais d'accord, pour l'instant, hors Union européenne. Si c'est un ressortissant de l'Union européenne. Non, mais ça, je suis d'accord. Même s'il n'est pas d'accord, on peut le faire. Non, mais ça, Evelyne Siermarin, je suis d'accord. La question ne concerne évidemment pas les Européens. Vous savez très bien que en sous-titre, ça concerne toutes les populations extra-européennes. C'est ça le sous-titre politique. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un prisonnier va accepter de repartir être incarcéré au Mali, au Sénégal, en Libye? Évidemment que non. Philippe Bilger, en fait, finalement, d'un côté, on allège le système carcéral et de l'autre côté, on complique aussi les relations internationales. Enfin, c'est compliqué. Mais d'abord, on n'est pas sûr que les relations avec l'Algérie vont durablement se dégrader. Mais ça, Mais j'ai l'impression que, à vous entendre, que vous ne seriez pas trop désolé si les projets de Gérald Darmanin ne se réalisait pas. On sent, levez-vous, orage désiré. C'est le syndicat de la magistrature. René Chateaubriand, on ne peut pas le citer n'importe comment. Il faudrait surtout pas que la justice aille mieux. Vous ne trouvez pas, Madame la Présidente? Non. Pas citer Chateaubriand pour ça. Il y a d'autres priorités. Vous savez bien qu'il y a d'autres... Il y a d'autres priorités, c'est-à-dire que il me semble que ce problème, si vous voulez, des détenus étrangers, en fait, c'est l'objet d'une concurrence un petit peu entre Monsieur Darmanin et Monsieur Retailleau, à qui prend les mesures les plus répressive sur les étrangers pour des raisons politiques. Nécessaires. Mais moi, je pense que si vous voulez le nombre, d'abord, vous ne pouvez pas dire qu'on peut déjà faire des libérations conditionnelles d'expulsion pour ceux qui sont en détention provisoire. C'est déjà pas possible. Donc c'est pas que je le souhaite, c'est que de toute façon ça n'est pas possible. Et il y en a qui ne sont pas en détention provisoire. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Et puis, pour le fait de les placer, par exemple, dans des prisons, dans des pays étrangers, parce que c'est ce qu'il propose notamment Monsieur Darmanin, vous savez, l'Angleterre a essayé de le faire. En ce qui concerne le Kosovo. Et finalement, elle y a renoncé parce qu'elle s'est aperçue que ça coûtait 28 millions d'euros et que le contribuable anglais voyait pas ça du tout de bons yeux. Donc, je pense que c'est quand même un vrai problème de toute façon. Est-ce que finalement la solution n'est pas, je sais très bien que ça coûte cher pour les finances publiques, moi je pense qu'on rentre dans une usine à gaz avec en plus de ça des recours. Est-ce que finalement la réalité n'est pas tout simplement de construire un peu plus vite et un peu plus rapidement de nouvelles places de prison? Il y aurait que ça, en réalité c'est ça le sujet. Ça fait longtemps qu'on en entend parler d'ailleurs. Mais je pense que Éric Dupond-Moretti avait obtenu des crédits supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Siermarin? Je pense aussi que une des solutions, ça serait peut-être d'envisager l'exécution des peines d'une autre manière et de permettre un certain nombre de possibilités pour les personnes qui sont détenues, de finir leur peine autrement qu'en prison pour celles pour lesquelles c'est possible, envisageable et qu'elles recommencent évidemment pour les questions de récidive. Mais il y a des bracelets, on peut le faire correctement aujourd'hui. Moi je suis à fond sur l'encadrement militaire, par exemple de Ségolène, etc. Je pense on a une armée qui n'a pas l'effectif. Mais on connaît tous ces trucs. avait raison. Mais elle avait raison, depuis 2007, on attend. Je crois quand même. Il y a une attente quand même aussi des Français d'arrêter d'avoir des peines qui sont alternatives à l'emprisonnement. Enfin, excusez-moi, Madame la Présidente. Dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que
ça se passe, malheureusement, quand vous êtes victime, quand vous entendez, on évoquait tout à l'heure des gens qui sont remis en liberté alors qu'ils ont fait des actes extrêmement étonnants sur la voie publique. On ne peut pas aujourd'hui... On a une attente, enfin, moi je le vois en tant que citoyen lambda, on a une attente de voir que des gens qui ont commis des crimes et des délits soient incarcérés. Donc peut-être plus de moyens aux prisons. Et un peu moins de ceux qui vont mordre l'oreille du rabbin d'Orléans, Monsieur Engelberg. Et puis le bracelet électronique, ça marche pas toujours. Au moins un des assassins du Père Hamel était sous bracelet électronique, faut-il le rappeler, hein, Evelyne Sirmarin. Non, mais je dis pas qu'il faut tout exécuter sous bracelet électronique. Je crois que ceux qui sont en détention, il y a quand même une énorme surpopulation carcérale et qu'on pourrait, pour les fins de peine, par exemple, c'est ce qui avait été fait pendant le Covid et finalement, ça avait bien marché. C'est-à-dire que une partie de la peine, une fois qu'elle est exécutée, l'autre partie de la peine peut-être faire l'objet d'une mesure alternatives comme effectivement la libération conditionnelle ou le bracelet, mais avec un accompagnement éducatif. Et ça, c'est quelque chose qui avait été fait pendant le Covid. C'est dommage qu'on l'envisage pas. Parce que vraiment, cette externalisation des détenus dans des prisons étrangères ou ces échanges avec des Français qui sont incarcérés à l'étranger, on voit bien que effectivement, comme vous l'avez dit, madame, c'est une usine à gaz. On voit bien que on est déjà dans une telle situation vis-à-vis des prisons que c'est peut-être pas la première mesure à envisager. C'est extrêmement lourd. Merci beaucoup Evelyne Sirmarin de votre participation à ce débat. On rappelle que vous êtes magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Et puis merci à nos vraies voix du jour. On a senti la complicité avec Philippe Bilger. Oui, on n'est pas loin de là. Attention, ça a matché là. C'est une des rares que j'aime beaucoup au syndicat de la magistrature. Non, mais je suis d'accord, mais on a senti votre complicité amicale. Elle est très nette. Mais moi, je souhaite la réussite de la justice, elle en veut l'échec. Quel amour! Elle peut pas répondre, la pauvre, en plus. Non, mais attendez, elle répondra, j'en suis On peut l'entendre? 2 minutes, allez-y, répondez. Evelyne, on vous écoute. Non. Ce que nous souhaitons à la Ligue des droits de l'homme, c'est davantage d'humanisation de la justice. D'accord. Ce qui ne serait pas du tout un échec, je crois. Ça serait vraiment une bonne chose. Et ça serait peut-être largement aussi efficace. Parce que le problème, après, c'est la récidive. Le problème de la prison, c'est qu'il y a beaucoup de récidives. Merci. C'est ça qu'il faut qu'on débatte. Merci Evelyne, merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Bernard Cohen-Haddad. Merci Philippe David. Merci, on se retrouve demain à 17h. Vous continuez. Oui, l'heure des vraies voix citoyennes et aujourd'hui c'est une spéciale culture puisque la prochaine étape du G500 citoyens sera à Toulon pour parler culture. Magnifique, on adore ça, c'est excellent.